Alors, je vous avais promis aujourd'hui, et je vais prendre vos questions au fur et à mesure, un bilan de l'action de ce qu'on a fait depuis 4 ans pour les Français à l'étranger. Euh, Vous dire aussi que ce bilan, je vais vous présenter quelques éléments saillants et je suis à votre disposition pour recueillir également vos suggestions, vos idées, vos propositions, ou savoir tout simplement si ce bilan vous a affecté. Est-ce que vous avez été concerné? Est-ce que vous l'avez vu venir jusqu'à vous? Est-ce que vous étiez au courant ou pas? Parce que ce n'est pas toujours facile de donner les informations. Si je prends par exemple l'exemple de l'inscription au registre consulaire auprès de votre poste consulaire localement, qui est possible maintenant entièrement de manière dématérialisée, sans avoir du tout besoin de se déplacer au consulat, ben, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui restent encore convaincues qu'il faut aller au consulat. Il y a même peut-être des personnes qui ne savent pas qu'on peut s'inscrire au consulat, puisqu'on sait qu'on a à peu près 3 millions de personnes, de Français à l'étranger, et en réalité, sur nos registres, on en a 1,8 million. Avec actuellement pas mal de mouvements, je sais que j'ai beaucoup de témoignages de Français qui étaient dans notre circonscription, c'est très marqué en Asie-Océanie, et qui font le choix de rentrer définitivement en France, alors que ça n'était pas du tout dans leur projet il y a encore un an, parfois des gens présents depuis 10, 15, 20 ans, avec pour ces personnes-là peut-être des difficultés sur ce parcours de retour en France. Alors là aussi, j'ai vraiment besoin de vos retours parce que sur ce chapitre-là du bilan, sur ce qui a été fait pour le retour des Français en France, je trouve qu'on a peu, en tout cas insuffisamment avancé. Il y a une chose qui a avancé, qui s'appelle la garantie pour obtenir un garant pour prendre un logement en location, mais uniquement pour les personnes de moins de 30 ans. Donc ça quand même, ça élimine une bonne partie d'entre vous qui pourriez avoir envie de rentrer. C'est un pas, c'est une garantie mise en place par l'État français et qui permet en gros à tous les jeunes professionnels, ceux qui sont sortis d'études, ceux qui cherchent un boulot qui ont moins de 30 ans, de pouvoir prendre un logement en location sans avoir besoin de demander une caution à leurs parents. Mais c'est insuffisant, j'aimerais pouvoir l'étendre et notamment aux personnes, aux Français qui rentrent de l'étranger. Donc voilà un exemple de ce qui a été fait, mais qui est évidemment insuffisant. Ensuite, vous dire que on a également dans ce qui a été fait, qui est là est conjoncturel, on a tout le plan d'urgence de soutien aux Français à l'étranger, avec plusieurs mesures pour les écoles, d'une part, pour les individus, pour les personnes en elles-mêmes qui seraient en grande difficulté économique, d'autre part. Il reste un pan vide, ou quasiment vide, qui est le soutien à nos entrepreneurs, à nos entreprises françaises établies à l'étranger. Ça, c'est vraiment un trou dans la raquette, il faut le dire. Alors, je voudrais quand même vous en dire quelques mots pour vous expliquer pourquoi il y a un trou dans la raquette, pour plein de raisons différentes. Première raison, c'est un obstacle en France. Parce qu'en France, à la fois du côté du ministère et du côté de l'opinion publique et des parlementaires qui la représentent, l'idée est de dire on ne peut pas soutenir une économie étrangère. On soutient notre économie, mais une entreprise qui est établie en Australie, au Vietnam, en Russie, même si elle est dirigée par un Français, même si elle est fondée par un Français, même si elle est le pivot pour pouvoir exporter des produits français ou des services français vers ce pays, ça reste une entreprise de droit local. Donc la soutenir, c'est soutenir l'économie locale. On n'est pas là pour ça. Donc c'est un premier obstacle. Le deuxième obstacle, ce sont les pays localement qui disent attendez, concurrence déloyale. Moi, pays Vietnam, Thaïlande, que sais-je, j'ai mes mesures à moi pour soutenir mon économie. Vous n'allez pas, vous, Français, aider vos propres entrepreneurs. C'est une concurrence déloyale par rapport à mes entreprises. Donc, vous voyez, on a ces deux obstacles-là. En gros, ce que demandaient beaucoup, parce que j'ai eu beaucoup de réunions, encore une il y a 10 jours avec la Chambre de commerce française au Vietnam, ce que demandent finalement beaucoup nos entrepreneurs souvent sont des choses finalement assez simples. Il ne s'agit pas d'aller apporter des subventions. Franchement, aucun entrepreneur établi à l'étranger nous a demandé ça. Ils demandent tous une facilité de paiement, une avance sur recette, voilà, un paiement par avance de factures qui leur sont dues. C'est vraiment une avance de trésorerie en quelque sorte qui leur est demandée. Et ça, eh bien, les banques françaises ne le font pas, les banques locales, beaucoup ne le font pas, sinon ils ne nous le demanderaient pas. Donc c'est extrêmement compliqué à obtenir. Alors, une piste a été avancée l'autre jour, une piste que je suis en train de creuser, c'est qu'il y a un certain nombre de ces dirigeants ou entrepreneurs français à l'étranger qui ont un patrimoine en France, par exemple un bien immobilier, et qui aimeraient pouvoir faire une hypothèque dessus auprès d'un établissement bancaire pour pouvoir dégager de la trésorerie
entreprises à l'étranger. Ça, pour le moment, il semble que les banques françaises n'y soient absolument pas prêtes. J'avoue que je ne comprends pas très bien parce qu'à partir du moment où on demande une hypothèque sur sa maison, ce qu'on fait de l'argent, quelque part, la banque, elle a en caution le bien. Donc, je ne vois pas où est le risque pris par l'établissement bancaire. Donc, ça reste une piste à creuser. Alors, vous voyez bien que tout de suite, ce n'est pas une mesure d'urgence. Hein. Ce n'est pas une mesure qui permet de répondre à la situation demain matin ou la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc, en tout cas, la crise a révélé ces situations-là, a révélé qu'il fallait voir comment on pouvait avancer et elle a révélé que c'était très compliqué et que trouver des solutions, franchement, c'est très compliqué. Mais on a des réunions tout le temps. Hein. On en a eu donc encore, je vous dis, la semaine dernière avec la Chambre de commerce au Vietnam. C'est vraiment à travers le brassage d'idées qu'on peut peut-être trouver des solutions. Est-ce qu'on peut, on m'a parlé de fonds qui auraient été de fonds privés qui se seraient mis en place avec donc des fortunes ou des entreprises privées qui viendraient mettre en place un fonds d'aide, toujours encore une fois, sous forme d'avance de trésorerie pour ces entreprises. Là, ce sont forcément des initiatives locales, individuelles, sur lesquelles moi, je n'ai absolument pas la main. Moi, je peux essayer de discuter en France avec des institutionnels ou des établissements bancaires pour voir comment on peut avancer, mais c'est tout ce que je peux faire. Je n'ai évidemment aucun poids, pas plus que vous d'ailleurs, sur les autorités locales et ce qu'elles peuvent faire pour nos entreprises. Donc voilà où on en est, ça c'est une difficulté, parce qu'on voit bien, notamment on a beaucoup en Asie d'entrepreneurs français, d'entreprises françaises qui sont dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ou de l'importation, donc de l'exportation depuis la France de produits agroalimentaires, de vins, de services, on en a beaucoup. Et ne pas trouver une solution pour ces personnes-là, c'est prendre le risque que d'abord, ces personnes-là coulent. Hein. Au Vietnam, c'est 80% des entreprises qui, dans un sondage, disent qu'elles seront en très grande difficulté dans les 2 à 6 mois qui viennent, voire mettront la clé sous la porte. 80%, c'est juste énorme. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, ce sont des personnes qui vont rentrer en France dans des conditions non choisies, dans des conditions subies. C'est la pire des situations pour rentrer en France. Et en étant évidemment pas ou mal préparées. Et donc, ça fait des personnes qui vont se retrouver en grande difficulté de réinsertion dans le dispositif français métropolitain, par exemple. Donc, oui, moi, je voudrais trouver des solutions, mais elles ne sont pas simples à trouver. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur cette partie entrepreneur. Sur la partie du plan d'urgence, donc pour les écoles, ça a bien fonctionné et les écoles ont pu être soutenues parce que pour les écoles, c'est aussi tout un maillage, tout un réseau d'influence qu'il faut absolument maintenir, tout un réseau éducatif qu'il faut pouvoir préparer avec des élèves français, des élèves étrangers. Et les élèves étrangers aussi ont été aidés. C'est important parce que les élèves étrangers d'aujourd'hui dans nos écoles partout dans le monde, c'est nos influenceurs de demain. Donc, on en a besoin. Donc, c'est très important de pouvoir d'avoir pu également obtenir une aide. Et je voudrais d'ailleurs souligner que l'aide qu'a obtenue le ministre Le Drian auprès de Bercy, qui est la grande citadelle inattaquable, après laquelle on a beaucoup de mal à plaider notre cause, elle est sans équivalent dans le passé. Hein. C'est 220 millions d'euros qu'il a obtenu en tout. Si je prends juste l'exemple des écoles, un budget en gros de 430 millions d'euros annuels, le réseau de nos écoles, et il a obtenu une enveloppe de 100 millions d'euros. Donc 100 millions rapportés à 430, c'est juste considérable. Donc voilà, mais c'est à la mesure de tout ce qui a été fait également en France et qui permet qu'aujourd'hui, on ait à l'étranger très très peu d'écoles en difficulté, extrêmement peu d'écoles en difficulté. Les difficultés que rencontrent nos écoles, les effectifs baissés à la rentrée, très peu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut rester extrêmement vigilant. On n'a pas, l'année scolaire ne fait que commencer. Les difficultés qui ont été rencontrées, c'était plus des difficultés d'accueil des enseignants dans les pays qui sont sous quarantaine, avec des quarantaines très strictes. Comment, pour des postes qui avaient été définis, des gens qui avaient été identifiés, comment réussir à les faire venir pour prendre leur poste, tout simplement. Donc là, on a encore un certain nombre d'établissements dans lesquels il a été difficile, où il y a des enseignants qui n'ont pas pu encore arriver. Mais ça ne dépend pas de nous. Hein, ce sont des discussions qu'on a et que mènent très bien nos postes diplomatiques et consulaires dans vos pays pour obtenir la mansuétude des pays dans lesquels sont nos écoles. Alors, attendez, ensuite, je vais regarder. Donc ça, j'étais sur le plan d'urgence. Alors, si je sors maintenant du plan d'urgence et que je reviens au courant, ce qu'on a fait depuis le début. L'un des axes importants qui a été travaillé depuis 4 ans, c'est la simplification
de nos interactions administratives, soit avec nos postes, soit avec la France. La première, qui ne concerne pas la totalité d'entre vous, mais enfin, qui concerne quand même, j'estime, à pas loin de 3000 personnes, oui, à peu près, dans notre circonscription, ce qui n'est pas rien. Ce sont les retraités, les Français retraités dans notre circonscription, qui doivent faire la preuve de leur existence une fois par an auprès de leur caisse de retraite, sachant qu'en moyenne, chaque retraité a en moyenne 3 caisses de retraite différentes. Donc, ça fait beaucoup, vous voyez, c'était 3 fois par an qu'il fallait apporter ce justificatif. Puis évidemment, pas forcément à la même date. Donc, 3 fois par an, il fallait revenir, c'est un papier qu'on vous envoyait par la poste, dans des pays où l'adressage postal parfois ne fonctionne pas. Ensuite, on avait un papier certes pré-rempli, quand on avait eu la chance de le recevoir, qu'il fallait aller présenter au consulat. Or, tout le monde n'habite pas en face du consulat. On peut habiter en Australie, on peut habiter à 2 heures de vol du consulat. Donc, tout ça rendait les choses très compliquées. Puis après ça, il fallait le renvoyer par la poste avec, là encore, des aléas considérables liés au système postal. Et puis alors, la crise Covid en a remis une couche de difficultés par-dessus, puisqu'il y a eu toute une période début 2020 où il n'y avait même plus d'avions qui faisaient le transport du courrier. Donc, voilà, de manière très, très épisodique. Donc, il était vraiment urgent de simplifier tout ça. Et il y a des choses qu'on ne voit pas comme usagers, qu'on ne voit pas, mais qui sont un travail préalable très, très important. Et là, l'idée, c'était que déjà, quel que soit le nombre de caisses de retraite qu'on puisse avoir, c'est qu'on puisse ne le demander qu'une seule fois et qu'on fasse une démarche auprès d'un seul organisme. Et là, je peux vous dire, ça signifiait que chaque caisse de retraite, on en a, j'ai plus le chiffre en tête, mais une quarantaine, je crois, chaque caisse de retraite avait son propre service informatique, sa propre manière d'éditer les certificats, sa propre manière de les envoyer. Alors certes, chez eux, c'était automatique. Enfin, nous, de notre côté, c'était chaotique, je dirais plutôt. Donc, il a fallu d'abord créer un système informatique, et ça, on ne voit pas la difficulté pour nous usagers, qui puisse faire qu'on ait un seul système informatique commun à toutes ces caisses. Je peux vous dire que ça a été un énorme travail qui leur a pris plusieurs années et qui a fini par aboutir en début d'année, à l'été 2020 à peu près. Donc ça a été un énorme pas parce qu'on ne pouvait pas vous simplifier votre vie à vous tant qu'on n'avait pas abouti sur ce projet informatique-là. Donc ça a été fait et c'est pour ça que maintenant, depuis, ça fait déjà plusieurs mois, presque une année, maintenant, il est possible, on n'a plus qu'un seul certificat qui peut être demandé et qui en plus, il a été accepté parce que sur cette plateforme informatique unique qui a été créée, l'énorme différence par rapport à avant, c'est que chaque personne peut créer son propre compte. Et dès lors que vous savez, quand toutes ces entités vous demandent de créer un compte, les impôts, en France, la caisse d'assurance maladie, un laboratoire d'analyse médicale, quand on vous demande, quand on vous propose de créer un compte, ça permet à ce moment-là de créer un échange d'informations entre l'entité et vous qui est sécurisé. On sait qu'il n'y a que vous qui pouvez y aller, alors qu'un mail, vous savez tous qu'on peut tous se faire pirater sa boîte mail, un mail peut être piraté. Et c'était la hantise des caisses de retraite, l'échange email. Rappelez-vous combien d'entre vous l'avez demandé depuis des années qu'on puisse envoyer le certificat par email. Les caisses de retraite étaient hantées par l'idée que votre boîte mail puisse être piratée et que quelqu'un d'autre détourne cela à son avantage et fasse croire que vous étiez toujours vivant là où vous étiez décédé ou le prenne à l'avantage et falsifie le certificat pour quelqu'un d'autre. Il y avait vous savez, en France, on est hanté par la fraude sociale. Il faut savoir que la fraude sociale, ce sont des milliards d'euros gaspillés chaque année et c'est peu de personnes qui en sont responsables, mais qui pénalisent la totalité du système. Donc maintenant, avec ces systèmes de comptes personnels que vous pouvez créer sur le site info-retraite.fr, je crois, vous pouvez créer votre compte et donc avoir un échange d'informations sécurisées. Donc ça change vraiment tout. Et c'est pour ça que maintenant, vous avez la possibilité de recevoir dans votre espace sécurisé ce certificat, le faire remplir. Alors, voilà, il reste l'étape, le faire remplir. Et là, ça va changer selon les pays. Les caisses de retraite ont défini un certain nombre d'autorités locales qui peuvent être habilitées à remplir ce certificat. Ça varie selon chaque pays. Et puis, avec cette difficulté, ce certificat, il est traduit, je crois, dans 6 langues pour le moment, mais il n'est pas traduit dans toutes les langues. Alors moi, voilà, un projet que nous sommes plusieurs à pousser en disant, mais attendez, le certificat, on le fait une fois, on fait une traduction une fois pour toutes.
Donc, en Thaïlande, où on n'a pas la même écriture, quand on nous dit qu'on est autorisé à aller voir la police thaïlandaise locale pour aller faire remplir le certificat, ben, moi, je serais policier thaïlandais, je vois arriver un certificat rédigé en français et même en anglais, ben, je dis non. Je ne sais pas ce que je signe. Donc, évidemment, je dis non. Donc, moi, je milite pour qu'on ait un certificat dans toutes les langues, y compris en thaï. Alors, quand on me dit, oui, mais vous comprenez, le nombre de Français retraités en Thaïlande, c'est rien du tout, alors qu'on en a tellement plus aux États-Unis, on en a tellement plus en Allemagne, on en a tellement plus, je ne sais pas où. Bon, c'est un argument que je réfute. Faire une traduction, même certifiée par un traducteur, enfin, une fois, je ne comprends pas. Donc, on continuera à se battre. Voilà un point pour lequel il faut continuer à avancer. La traduction en japonais, la traduction en chinois, voilà, ces langues qu'on ne lit pas, hein, tout simplement, qui ont une écriture différente. Il faut pouvoir avancer sur ce sujet-là. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, des choses qui ont avancé, mais il y a encore une marge de progression. Et vous mesurez là, à travers ce que je suis en train de vous dire, la lenteur avec laquelle nos administrations avancent. Et là, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Moi, ça me consterne tout autant que vous. Bon, je ne dis pas qu'il faille se précipiter, mais enfin, aller à une vitesse, quand on voit la vitesse à laquelle le numérique peut nous faire avancer, je trouve ça infiniment regrettable. Alors, ça, c'était pour la partie retraitée. Pour la partie, il y a d'autres simplifications qu'on a faites. Et la simplification sur laquelle nous sommes en train de travailler, il s'agit des papiers d'identité, notamment du passeport. Pour nous qui sommes dans la 11e circonscription, ce n'est pas tellement la carte nationale d'identité qui nous intéresse, c'est bien le passeport. Donc, pour notre passeport, aujourd'hui, vous savez que vous devez aller 2 fois au consulat. Alors, évidemment, il y a des tournées consulaires qui peuvent vous permettre de vous éviter de vous déplacer au consulat. Enfin, il faut y aller 2 fois. Reprendre, même quand vous êtes en renouvellement de passeport, il faut reprendre à nouveau vos empreintes digitales. Et là, même si les empreintes, on pourrait se dire, bah, mes empreintes, je les ai à vie, là, je vais laisser passer, parler ma casquette de médecin. En fait, il peut arriver des circonstances dans la vie qui vous font perdre vos empreintes digitales. Je pense évidemment à une brûlure, tout simplement, mais il y a également une autre situation qui sont certaines chimiothérapies de cancer, certaines radiothérapies qui peuvent conduire à l'altération des empreintes digitales. C'est pour ça qu'on redemande les empreintes digitales à chaque fois. Peut-être qu'un jour, si les empreintes pupillaires pouvaient être utilisées, on sortira de ça. Mais en tout cas, pour le moment, voilà pourquoi, même en renouvellement de passeport, on est obligé de redemander et donc de vous faire recomparaître pour vérifier ces empreintes digitales, pour avoir un passeport donc biométrique. Ensuite, la simplification, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait au moins une simplification. OK, vous allez vous présenter pour qu'on refasse vos empreintes, vous apportez votre nouvelle photo parce qu'on a pu vieillir, ça nous arrive tous à la même vitesse, on est d'accord. Mais après, pour aller retirer le passeport, et je pense notamment à ceux d'entre vous qui ont des enfants, reprendre un billet d'avion parce qu'on est en Inde et qu'il faut aller, on n'habite pas juste à côté du consulat, parce qu'on est en Chine et qu'on n'habite pas juste à côté du consulat, et qu'on a un enfant jeune à qui il faut faire un passeport, un nouveau-né, je prends l'exemple du nouveau-né, c'est juste extrêmement compliqué. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous envoyer le passeport par la poste. Alors, un progrès a été fait au cours de ces 4 ans. Il y a une liste d'un certain nombre de pays dans lesquels désormais l'envoi par courrier postal sécurisé de type DHL est autorisé. Ça y est, c'est lancé. L'idée maintenant, c'est d'élargir ce nombre de pays à d'autres pays. Nous, dans la circonscription, nous sommes concernés. Je pense qu'il y a des pays, même si parfois l'adressage peut être compliqué, un envoi sécurisé par DHL qui vérifie l'identité de celui à qui on remet le colis, le paquet, on peut trouver des solutions. Donc, il faut pouvoir étendre cette autorisation à d'autres pays de notre circonscription. Donc là, on y travaille parce que d'autant plus que pendant la crise Covid, il y a quand même beaucoup de consulats qui ont fonctionné au ralenti, avec des ouvertures beaucoup plus rares, voire pas d'ouverture du tout. Et il y avait, je peux vous dire qu'il y a des pays, je pense à, bon, c'est pas chez nous, mais c'est à Londres, ils avaient des dizaines, des milliers de passeports en dormance qui n'avaient pas réussi à délivrer, parce que tout simplement le consulat était fermé, et puis qu'après il y avait un tel stock qu'ils n'arrivaient plus à répondre à la demande. Donc il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation de la sorte, mais il faut pouvoir les envoyer de manière postale dans le plus grand nombre de pays possible. Donc voilà, encore une simplification qui a été mise en place. Juste un petit mot à l'attention de mes
collaborateurs que je veux remercier qui sont présents là dans la conversation, Bénédicte et Vincent. Si vous voyez des questions passer, comme je suis sur mon téléphone, je n'ai pas le temps de les lire. Je ne peux pas les lire, donc je veux bien que vous me les colliez dans le chat qu'on a ensemble pour que je puisse répondre aux questions qui pourraient venir. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure que je puisse répondre à vos questions. Donc voilà une mesure de simplification qui est extrêmement importante. Dans les points qui ont été aussi améliorés ces dernières années, un point très très important qui est maintenant la possibilité d'avoir des actes notariés de manière dématérialisée, qui vous permet de ne pas vous déplacer. Alors là, je veux souligner que la balle est dans le camp des notaires en France, car l'autorisation leur est donnée maintenant de recueillir une signature électronique et de permettre de recueillir des actes de manière dématérialisée en visioconférence comme nous le faisons en ce moment. Simplement, ça nécessite de la part des notaires du matériel, une installation, matériel sécurisé, vérifié, certifié, etc. Et là, j'ai encore eu tout récemment une personne qui est venue à moi en me disant mon notaire n'a pas voulu, il fallait je sais pas quoi, il y avait un acte notarial assez simple à faire, ça n'a pas été possible. Et là, c'est du côté des notaires. Si vous tombez en France sur un notaire qui n'est pas équipé, il vous demandera encore de venir en France le faire en vous jurant c'est grand Dieu que ce n'est pas possible de faire autrement. Donc il faut se battre. Et là, je peux vous le dire, pour moi, avoir pratiqué des notaires équipés, on peut, et pour le coup, l'État français, le gouvernement français leur a donné l'autorisation de recueillir des actes notariés par Internet avec une authentification de signature dématérialisée. Il faut savoir que beaucoup d'actes d'offices notariaux se sont équipés, et maintenant, quand vous vous rendez sur place, en fait, vous vous rendez compte qu'on vous projette à l'écran l'acte, il est lu à voix haute par le notaire comme il le faisait auparavant, et à la fin du rendez-vous, le notaire vous tend une tablette et vous tend un stylet, et vous signez l'acte avec un stylet sur une tablette. Alors certes, en étant présent. Donc, la même chose, une fois qu'il est équipé de ces outils-là, le faire en visioconférence ne pose pas plus de problème que cela. C'est une fois qu'il a le matériel. Donc ça, et nous l'avons mis en place. Là, c'est la crise Covid qui nous a fait avancer parce que le ministère de l'Intérieur était encore assez réservé, le ministère de la Justice, pardon, était encore assez réservé là-dessus. Et c'est vraiment la crise Covid qui fait que les gens ne pouvaient pas venir. Or, il y avait des actes notariés qui ne pouvaient pas attendre, quand on est dans des successions notamment. Il y a des choses qui ne peuvent pas attendre quand on est dans des adoptions, dans des relations familiales. Il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Oui, c'est vraiment les successions qui posaient le plus de problèmes. Une succession d'entreprise, une succession, ça ne peut pas attendre. Et donc, c'est la crise Covid qui nous a permis de faire un grand pas. On se rend compte que cette crise Covid, comme tout état de crise, je pense dans le passé à toutes les situations de guerre que nous n'avons peut-être pas connues tous les uns et les autres, nous sommes tous trop jeunes pour cela, on peut se qualifier de jeunes, mais pour autant, on sait bien que ces moments-là sont des moments qui font énormément progresser certains aspects et de modes de fonctionnement de nos sociétés. Donc là, ça a été le cas pour cela. Donc, dans les chapitres de la simplification, voilà des événements, des éléments qui ont vraiment été des avancées. Les autres avancées, c'est aussi du côté, par exemple, de ceux d'entre vous qui pourraient avoir des revenus en France, quelle qu'en soit la nature. Pour vous tous, le service des impôts s'est beaucoup modernisé. Alors, pour vous raconter la petite histoire, donc, quand on est arrivé en 2017, le service des impôts des non-résidents, qu'on appelait la direction des impôts des non-résidents, en fait, c'était un sous-service au sein d'un département de formation des agents des services fiscaux. Vous aviez un département formation. Je ne sais pas vous dire pourquoi les non-résidents avaient été mis dans le département formation. Ça, c'est une histoire ancienne, on ne sait pas. Sans doute à l'époque où il y avait 3 personnes et demie qui étaient à l'étranger avec des revenus en France. En tout cas, c'était une difficulté de fonctionnement parce que du coup, lorsque ce service demandait des moyens supplémentaires pour fonctionner, des agents en plus par exemple, ou du matériel en plus, les budgets étaient affectés à la division formation. Et donc, comme on est depuis des années dans une démarche de réduction des finances, d'économie des dépenses de l'État, il n'obtenait jamais gain de cause. Donc maintenant, cette entité, direction des impôts des non-résidents, a été sortie de ce chapeau qui ne lui correspondait pas, et c'est une entité propre. Il faut savoir que maintenant, ça s'appelle le SIN, le SIPR, le PNR, le service des impôts des particuliers non résidents.
Et ce SIPNR est une entité à lui tout seul qui, du coup, a pu considérablement développer ses moyens et humains et matériels. Et donc, ça change vraiment tout, même si matériel, je vais en parler, il manque encore un petit point. Et donc, ce service maintenant existe en tant que tel. Il vous permet du coup maintenant de demander des rendez-vous téléphoniques. Alors, évidemment, on est sur des horaires français. Enfin, vous convenez d'un rendez-vous et il y a 30 minutes de rendez-vous téléphonique qui sont fixés. Vous avez un agent en France qui vous appelle. Donc, ça n'est pas vous qui payez la communication, c'est l'État français qui paye la communication pour avoir 30 minutes de rendez-vous avec un agent des services fiscaux dédiés aux non-résidents. Donc ça, c'est un gros progrès. Et pour l'avoir testé moi-même, je peux vous dire, ça fonctionne. Il faut savoir que ce service d'appel de rendez-vous téléphonique, il existe, il a été aussi mis au point en France. Donc là, nous avons été traités exactement comme le contribuable français, avec la possibilité d'avoir ce rendez-vous téléphonique pour parler de notre cas. Et à chaque fois, il vous demande, ça se passe par email au départ, sur votre compte sur impôt.gouv.fr, vous convenez d'un rendez-vous et du coup, pendant les échanges email, il vous demande tout un tas de renseignements, de documents pour pouvoir déjà préparer votre dossier. Vraiment, quand vous les avez au téléphone, ils ont tout votre dossier sous les yeux. Vraiment tout votre dossier, je peux vous le confirmer, ça fonctionne. Alors, ce qui manque dans les moyens matériels pour ce service, c'est il manque l'outil informatique qui permette, lorsque vous faites votre déclaration de revenus en France, de calculer directement l'impôt que vous devez payer. Et là, il y a encore eu des bugs cette année, il y a eu des erreurs. J'ai été informée donc j'ai pu avoir l'explication. Ben oui, ils avaient mis en place un début d'outil, mais l'outil est imparfait. Et du coup, ce qu'on pensait pouvoir éviter de devoir faire à la main, il reste encore une partie à faire à la main. J'explique ça de manière très courte. Il y a un moment, vous avez un choix à faire si vous voulez utiliser un taux fixe forfaitaire pour les revenus, je pense, de loyer, par exemple, qui serait de 20%, ou bien si vous voulez utiliser un taux dit moyen qui prend en compte votre niveau de vie global avec vos revenus à l'étranger, sans vous demander d'impôt sur vos revenus à l'étranger, évidemment. C'est juste pour évaluer votre niveau de vie et évaluer dans quelle tranche d'impôt vous pourriez être. Et là, ce choix que vous faites a fait faire un bug au système, donc il sera corrigé pour l'année prochaine. Mais bon, voilà, il y a encore une difficulté de ce côté-là. Donc voilà un progrès qui a été fait, cette possibilité de rendez-vous téléphonique, ce nombre d'employés dédiés très supérieur. Juste le service des impôts des particuliers non résidents, c'est 260 000 contribuables ou 260 000 foyers imposables. C'est le plus gros service des impôts de toute la France. Il n'y a pas un service d'impôt en France qui ait autant de contribuables à prendre en charge. C'est pour ça qu'il y avait ce décalage qui fait qu'on a tous beaucoup souffert au début du mandat, où on n'avait jamais de réponse, ils ne répondaient jamais au téléphone, ils ne répondaient jamais à nos emails. On s'est même trouvé dans des situations à certains moments où vous ne receviez même pas votre avis d'imposition en date et en heure, et certains d'entre vous ont reçu parfois dans les années 2018-2019 l'avis d'imposition sur les revenus 2018 que vous aviez déclaré en 2019. Vous auriez dû recevoir l'avis à l'automne 2019. Certains d'entre vous l'ont reçu au printemps 2020. Donc, c'est vous dire, bon, sans pénalité évidemment, mais c'était complètement dingue et il fallait absolument trouver une solution à cette situation. Donc, voilà ce qui a été fait côté fiscalité. Et puis, vous dire que le barème des impôts des non-résidents est resté strictement le même avec un moment de flottement que vous avez tous connu il y a 2 ans. Et avec, pour les tranches les plus basses, ça s'applique aussi aux non-résidents, une tranche d'impôt supplémentaire qui a été créée à 11%. On démarrait à 14 et il y en a une à 11 qui a été créée, et puis une baisse de l'impôt pour ces tranches les plus basses de l'ordre de 10%, donc ce qui fait que même à l'étranger, un certain nombre d'entre vous ont vu leur impôt baisser. Et préciser aussi une chose, c'est que dès lors que vous optez pour ce que j'appelle donc le taux moyen, ce qui tient compte de votre niveau de vie à l'étranger, du coup, automatiquement, vous pouvez déclarer la situation de votre foyer fiscal et du coup, le nombre de parts fiscales est pris en compte, donc le nombre d'enfants que vous avez à charge ou de personnes à charge est pris en compte. Donc ça, c'est aussi un élément très important à souligner. Alors, ensuite, j'essaie de prendre dans l'ordre tout ce que j'ai là. Alors, je vois qu'on me pose des questions sur la Caisse des Français à l'étranger. Alors, la Caisse des Français à l'étranger, je voudrais rappeler que
il faut être très clair, un assureur privé qui a une mission de service public qui permet d'avoir la continuité avec le système de protection sociale en France. C'est-à-dire que si vous rentrez en France et que vous étiez à la CFE, vous n'avez pas de délai de carence, par exemple, vous réintégrez le système directement. Et ça vous permet également, c'est un tuyau, la CFE, pour cotiser, notamment à la caisse retraite et pouvoir continuer à préparer notre retraite dans le système français. La CFE reçoit une subvention de l'État français. Elle est toute petite, cette subvention. De mémoire, c'est de l'ordre de 400 000 euros. Et elle ne sert qu'à une chose, c'est permettre d'offrir une couverture sociale à des personnes qui sont en situation de très grande difficulté financière et qui n'ont pas de protection sociale du tout dans leur pays. Mais quand je dis ça, ce sont vraiment des personnes qui sont presque, franchement, vraiment qui ont des revenus extrêmement bas, extrêmement bas. Ça n'est pas une subvention de fonctionnement de la CFE qui permet de diminuer vos cotisations. C'est pas du tout ça, hein. La CFE est un assureur privé avec mission, avec délégation de service public. C'est vraiment, il faut bien comprendre ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ensuite, la manière dont la CFE fonctionne, la manière dont elle définit ses tarifs, etc., on n'a pas la main dessus. Le législateur n'a pas la main dessus directement. Indirectement, il l'a, parce qu'au conseil d'administration de la CFE, vous avez effectivement des représentants que vous avez élus, là, en mai dernier, parmi les conseillers des Français à l'étranger ou parfois des sénateurs. Et je ne sais plus qui sont les... Je crois que c'était Claudine Lepage, me semble-t-il, qui était membre du conseil d'administration, j'ai un petit doute. Voilà, je crois qu'il y a 2 élus de mémoire. Voilà, non, peut-être un peu plus. Pardonnez-moi, je suis peut-être imprécise là-dessus, je ne voudrais pas vous dire de sottises. Ne prenez pas pour un champ comptant ce que je viens de vous dire. En tout cas, c'est à travers cette présence au conseil d'administration qu'il peut y avoir un moyen de peser sur l'organisation de la CFE. Mais moi, toute seule, comme parlementaire, je ne peux pas peser sur la CFE. Alors en revanche, ce qui m'est arrivé très souvent, c'est quand on me signale des difficultés de fonctionnement. Là, oui, j'ai souvent contacté la CFE pour demander des explications. Et puis, comme par enchantement, ça avait l'air de résoudre le problème. Je n'aime pas cette façon de faire. Il n'est pas normal qu'un organisme, fût-il privé, public, etc., se mette à se comporter correctement, tout ça parce qu'un élu l'a contacté. C'est absolument anormal. Vous ne devriez pas avoir ça, vous devriez tous, vous, comme usagers, avoir un service qui fonctionne sans qu'il y ait besoin d'une intervention extérieure. Ça n'est pas normal. Bon, donc, ce n'est pas arrivé très souvent. Franchement, pour la CFE, ça n'est pas arrivé très souvent. Alors, du coup, je ne sais pas quel est, quand vous dites, je vois, merci d'aborder le problème épineux de la CFE. Écoutez, là, je ne sais pas vous dire. En tout cas, je peux prendre connaissance des difficultés que vous avez, voir si je peux en discuter avec eux, mais ils peuvent très bien me tourner le dos en me disant, écoutez, Madame la députée, ce n'est pas votre problème, hein. Donc, c'est ce à quoi je suis exposée. En revanche, je peux transmettre à mes collègues ou vos élus qui sont au conseil d'administration en leur disant, voilà quel est le problème qui m'a été remonté. Est-ce que vous pourriez, en conseil d'administration, en discuter, en débattre, le mettre à l'ordre du jour et voir comment on peut avancer. Et sachez qu'aussi que le renouvellement du conseil d'administration de la CFE pour le moment est en suspens tant que les élections à l'Assemblée des Français de l'étranger ne s'est pas tenues. Et là, vous dire que nous avions ne s'est pas tenu. Pourquoi? Parce que tous les élus n'avaient pas été élus. 3 circonscriptions dans le monde, 2 chez nous en Inde et 1 à Madagascar, n'ont pas pu tenir leurs élections pour raison de confinement strict, interdiction de sortir de chez soi en mai dernier. Ces élections finalement auront lieu là début octobre et du coup l'élection des membres des 90 membres de l'Assemblée des Français de l'étranger aura lieu début novembre. Et du coup derrière, il y aura d'une part une réunion de l'Assemblée des Français de l'étranger en plénière pour réélire son bureau, et puis ça permettra de réélire les membres du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger. Alors ensuite, j'avais une demande, je lis à voix haute la question qui m'est posée. Concernant le regroupement familial à l'ambassade du Pakistan, ça n'avance pas même après la réouverture. On ne sait pas combien de temps attendre pour déposer le dossier pour le visa. On attend très très longtemps. Lors du dépôt de passeport, l'ambassade a refusé de communiquer sur le délai de traitement pour la délivrance de visa. Alors, bon, là, vous posez la question du visa délivré à un conjoint d'un citoyen français.
Là, en l'occurrence, ça se passe au Pakistan. Alors, je vais dire juste un mot sur le Pakistan. Oui, notre ambassade a été fermée très longtemps. Elle fonctionne en plus à effectif réduit pour des raisons de sécurité, puisqu'une partie de notre personnel nous avons demandé de quitter le pays. Et puis, il y a beaucoup de demandes qui sont faites de compte tenu de ce qui est arrivé récemment en Afghanistan, qui est son voisin. Pour le moment, vous dire, on ne peut pas vous donner de délai. C'est impossible de s'engager sur des délais, je vous le confirme. J'avais eu d'ailleurs au téléphone l'ambassadeur qui a quitté son poste, M. Barretti, je l'ai eu il y a 15 jours au téléphone. Il est impossible de donner des délais. Ça me permet aussi pour vous tous de vous donner une précision sur le passeport. Et après, je donnerai sur le visa. Le passeport français, quand on le demande, il est toujours fabriqué à l'imprimerie nationale en France. Vous dire que la notion de passeport d'urgence, ça n'existe plus. Il n'y a qu'un seul passeport. C'est le passeport fait à l'imprimerie nationale en France. Quand on perd son passeport, et là je voudrais attirer votre attention, par association d'idées, c'est une information importante que je vais vous donner. Quand on perd son passeport et qu'on a un besoin urgent de rentrer en France, le consulat peut vous délivrer un laissez-passer, mais ce laissez-passer ne vous permet que de prendre un vol direct pour aller de là où vous êtes en France. Vous ne pouvez pas prendre un vol qui passerait par le Qatar, par exemple. Ça n'est pas possible. Ou qui passerait par Francfort, ou qui passerait par Zurich. Ça n'est pas possible. Il faut faire une liaison directe. Et du coup, je voudrais attirer votre attention parce que le cas est arrivé récemment dans notre circonscription. Si vous avez des enfants mineurs, vous savez que pour une demande de passeport pour un enfant mineur, il faut que que l'un des deux parents soit présent. Si dans notre circonscription, vous envoyez votre enfant mineur, je sais bien qu'en ce moment, on voyage moins, mais ça pourrait être possible. Si vous l'envoyez, même pour un voyage de classe, ou pour aller voir des amis dans un pays voisin, et que votre enfant perd son passeport dans ce pays voisin, votre enfant se retrouve bloqué parce qu'on va vous dire, même notre consulat de France, vous l'avez envoyé voir des amis à Hong Kong, notre consulat de France va vous dire, ou tiens, je vais plutôt prendre l'exemple parce qu'on est en Asie du Sud-Est, il y a plusieurs pays assez voisins, vous l'auriez envoyé vous êtes en Malaisie, vous l'envoyez à Singapour, eh bien, il ne pourra pas retraverser la frontière pour revenir en Malaisie. Il faut absolument que vous, parents, soyez présents pour redemander un passeport, il n'y a pas de passeport d'urgence, un passeport au consulat de Singapour. Donc, ayez ça présent à l'esprit. Dites bien à vos enfants mineurs, je pense surtout aux grands ados qu'on fait plus facilement voyager, ou alors à ceux que vous avez envoyés en France. Vous avez envoyé vos enfants en France faire leurs études, ils ont 17, 18 ans, ils ne sont pas encore majeurs, parce que majeurs, tous les problèmes sont résolus. Je parle bien des mineurs. Et il est en France pour ses études, et puis ils avaient prévu de le faire venir à Noël. Il perd son passeport 15 jours avant les vacances de Noël. Il est mineur, il a 17 ans et 3 mois. Il ne pourra pas se faire refaire son passeport en France si vous n'êtes pas l'un de vous deux présents, l'un des deux parents présents. Il ne pourra pas, et donc il ne pourra pas venir vous voir là où vous êtes. Donc voilà, je voulais attirer votre attention sur ce point, parce qu'on ne le sait pas toujours, ça vient d'arriver à une famille qui a eu beaucoup de peine à expliquer au tribunal administratif de la ville où se trouvait l'enfant qu'ils étaient, eux, parents, par la crise Covid, coincés dans le pays où ils se trouvaient. Ils ne pouvaient pas physiquement sauter dans un avion pour se présenter à la préfecture du coin et faire une demande de passeport. Voilà, je voulais porter ça à votre attention. Si vous avez des mineurs, dites-leur, faites-leur faire une carte d'identité. Dites-leur d'aller en boîte, au resto, où ils veulent, avec leur carte d'identité. Et leur passeport, c'est le sésame précieux à ne surtout pas perdre. Voilà. S'agissant des visas, parce que vous m'avez demandé des visas, les visas, la même chose, sont instruits localement ou pour certains d'entre eux sont instruits à Paris directement ou en France en tout cas, pas directement à Paris. Oui, ça prend un certain temps, il y a des conditions de sécurité à vérifier et le fait d'être le conjoint d'un citoyen français n'exonère pas des vérifications d'usage avec un certain nombre de pays. Donc c'est beaucoup plus long et les circonstances qu'on connaît actuellement, vous voyez bien que sur le plan sécuritaire, c'est compliqué, au Pakistan, en Afghanistan, dans un certain nombre de pays. Et donc, oui, je le dis très spontanément, il y a un certain nombre de nationalités qui sont dans l'œil du cyclone et qu'on regarde avec beaucoup plus d'attention et ça prend beaucoup plus de temps de faire les vérifications qui s'imposent voilà, pour s'assurer qu'on peut en effet délivrer un visa. S'agissant ensuite des personnes, j'ai une question ces jours-ci sur les personnes, je pense à la Birmanie, qui sont en Birmanie et qui souhaiteraient demander refuge, protection à la France.
J'ai eu hier, ces jours-ci, pardon, des discussions avec le Quai d'Orsay, un propos qui nous a été présenté. Il s'agissait en l'occurrence de l'Afghanistan, mais c'est la même chose pour d'autres pays. Il y a une réflexion en cours qui est très difficile à entendre. Même moi, elle me pose problème. C'est une réflexion qui me semble intellectuelle, mais pas humaine. Je vous dis ça avec beaucoup de gravité. Je peux entendre, c'est l'argument qui m'est opposé, que on ne peut pas contribuer à ce qu'un pays se dépouille des talents et des personnes qui ont les compétences, la formation pour pouvoir sortir le pays, un pays d'une ornière dans laquelle il se trouverait. Et toute la difficulté est de savoir si ces personnes sont en danger de mort ou pas, et pourront véritablement contribuer à sortir le pays de l'ornière, parce que ça paraît une évidence, mais quand on est mort, on n'est plus très utile. Et là, je trouve, je dis franchement, l'attitude française un peu conservatrice. Je voudrais croire que toutes nos autorités partout observent étudient avec beaucoup de discernement les situations. On a un ambassadeur en Birmanie, pour prendre l'exemple de la Birmanie, qui est exceptionnel. Et je suis persuadée alors lui, il a beaucoup d'humanité. Il saura parfaitement discerner ceux qui peuvent avoir besoin d'une protection immédiate et urgente. Mais vous voyez que la réflexion est très compliquée, et je ne suis pas dedans, on ne me soumet pas les dossiers, donc je ne peux pas juger les décisions qui ont été prises, mais c'est compliqué. C'est compliqué, et je comprends qu'on n'ait pas envie de dépouiller un pays de ses talents, mais en l'occurrence, parfois, le risque, c'est qu'il soit dépouillé par la mort ou par l'exil. C'est très compliqué. Alors, je voulais voir une autre question. Alors, quelqu'un me dit, j'ai une divergence d'opinion sur la CFE. Il trouve que la CFE est plus une mutuelle, cela fonctionne très bien. Alors, une pétition est en cours, les mécontents de la CFE. Oui, la CFE peut aussi agir comme une mutuelle, mais une mutuelle, ça reste un assureur privé. C'est pas la caisse du primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Hein. C'est pas du tout la même chose. Ou la caisse primaire d'assurance maladie des agents de la RATP. Voilà, donc, ou de l'Assemblée nationale, puisqu'on a notre propre assureur aussi. Voilà, donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, ensuite, les autres choses que je voulais vous dire, c'est que pour revenir au visa dont je vous parlais tout à l'heure, la plateforme France Visa aussi, qui a pour objectif de collecter de manière dématérialisée tous les justificatifs nécessaires à la demande de visa, cette plateforme, elle a été mise en place. Ça y est, elle fonctionne. Donc, ça va être quand même beaucoup plus facile. Personnellement, moi, je plaide depuis toujours pour que la demande de visa, puisque tout est dématérialisé maintenant, soit systématiquement traitée en France. Et que ça allégerait nos consulats. Moi, j'ai visité des services visa dans nos consulats. Je me rappelle celui de Moscou ou celui de Jakarta. C'est un travail titanesque. Nos agents font un boulot qui n'est pas rigolo, qui est très répétitif. Et pour un volume de travail très important. Et en plus, de temps en temps, il y a une partie des demandes, des dossiers qu'il faut envoyer en France pour demander un avis complémentaire. Donc, je trouve, et au bout du compte, s'il y a un appel de la décision qui est fait par le demandeur de visa, l'appel est de toute façon traité en France. Donc, moi, je plaide depuis le début du mandat pour que la totalité du traitement des visas soit faite à l'étranger. Un élément important qui est lancé ces jours-ci en Europe et qui va être déployé dans le reste du monde, c'est la plateforme téléphonique. La plateforme France Consulaire, c'est une plateforme et téléphonique et email qui vous permettra d'avoir une réponse à vos questions que vous pouvez poser pour le moment à votre consulat local. Vous trouvez son numéro de téléphone ou son email et vous leur envoyez un message. Mais localement, à Jakarta, comme je venais de dire, à Manille, à Bangkok ou à Tokyo, on va mettre en place cette plateforme que je recommandais dans le rapport que j'avais remis au Premier ministre, qui vous permettra à toute heure du jour et de la nuit de poser une question ou de porter un appel téléphonique, et il y aura des agents de l'autre côté pour y répondre. Alors, des agents formés à ce que sont la spécificité, la particularité des Français à l'étranger. Vous savez, le volume des questions
qui sont posées à nos consulats, les thématiques sont pratiquement toujours les mêmes dans tous les pays. Puis de temps en temps, il y a des choses plus spécifiques liées au pays. Il est facile que cette plateforme fasse le tri et pour des questions spécifiques à l'Inde, spécifiques au Cambodge, spécifiques à l'Ukraine, eh bien, dans ce cas-là, on renvoie vers le consulat sur place. La plateforme renvoie sur le consulat sur place. Mais du coup, le consulat va dégager du temps d'agent pour vous accueillir physiquement. Et ça, c'est ce que j'ai toujours plaidé. Il faut qu'on ait un accueil physique qui soit maintenu et qui soit de qualité. Et pour cela, il faut dégager du temps ailleurs. Et moi, je me rappelle dans un consulat être arrivé. Alors, pour la réponse téléphonique, ils faisaient des tours de garde. Et parfois, vous aviez des diplomates, des gens qui ne sont pas du tout du côté consulaire. Vous savez qu'il y a deux parties dans l'ambassade. Il y a la partie ambassade-ambassade, qui est la partie politique, de relation avec le pays, et puis la partie consulat, la relation avec vous. Et comme ils sont dans certains postes pas très nombreux, eh bien, il arrivait que le numéro 2, qui est un pur politique, diplomate politique de l'ambassade, prenne son tour de garde pendant une semaine pour répondre au téléphone pour des demandes de français. Et je me rappelle d'un monsieur que j'avais rencontré qui était très stressé à l'idée de prendre son tour de garde en disant mais je ne suis pas formé au service consulaire, je ne sais pas forcément quoi répondre. Et puis, ça lui prend beaucoup de temps, du temps sur son temps de travail normal. Donc, il faut pouvoir dégager du temps d'agent pour que chacun puisse remplir sa mission correctement, physiquement, dans les fonctions qu'il a, et puis que les réponses téléphoniques et emails soient donc délocalisées pour être finalement, au bout du compte, plus efficaces. Vous dire aussi que le numéro de téléphone, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure quand je vous parlais du service des impôts des non-résidents, c'était un numéro, rappelez-vous, qui était surtaxé quand on est arrivé en 2017. C'est-à-dire que vous appeliez déjà de l'étranger et en plus, il y a une surtaxe qui vous était imposée. Ça, c'est fini. Depuis la loi qu'on a votée en août 2018, d'ailleurs, aucun service de l'État n'a le droit de mettre en place un numéro surtaxé. C'est strictement interdit partout en France et ça vaut également pour nous. Vous dire également dans la simplification que tous les actes qui ont été passés à l'étranger, une naissance, un mariage, un divorce, un décès, une adoption, tous ces actes qui ont été faits et réalisés à l'étranger, qui sont donc enregistrés à l'état civil de Nantes, en France, tous ces actes ont été dématérialisés totalement. Et aujourd'hui, vous pouvez faire une demande d'extrait d'acte de naissance ou directement par voie dématérialisée sans avoir du tout plus besoin de le faire par voie postale. Donc, c'est un gain de temps et d'efficacité colossal. Vous dire également que dans les aides que l'on propose pour les bourses scolaires, ça c'est un amendement que j'avais déposé il y a deux lois de finances, c'était la loi de finances d'il y a 2 ans, qui permet que le quotient familial a été modifié et le plafond des ressources a été augmenté de 2 000 euros. Ce n'est pas considérable, je trouve, je vais vous donner mon avis, que c'est insuffisant, très insuffisant, mais j'ai compris aussi qu'avec l'État français, on y allait par petits pas. Donc, je continuerai ce combat. Je veux pouvoir rendre les bourses accessibles de manière adéquate et que, par exemple, beaucoup d'entre vous me l'ont signalé, entre ceux d'entre vous qui ont la possibilité, parfois grâce à leur entreprise, de cotiser à la caisse de retraite via la CFE et ceux qui n'ont pas cette possibilité-là parce qu'ils sont indépendants et ont fait leurs économies tous les mois, mettre sur un compte une certaine somme d'argent pour préparer leur retraite par capitalisation ou bien ont acheté un bien immobilier en France qui sera leur capital retraite quand ils prendront leur retraite. 3 situations que je vous décris, qui sont 3 situations dont l'objectif est identique, avoir une retraite correcte. Et pourtant, dans l'accès aux bourses, ça n'est pas des situations traitées de manière identique, puisque celui qui cotise à une caisse de retraite via la CFE, eh bien, le droit auquel ça lui donnera, auquel il aura accès plus tard, n'est pas du tout pris en compte dans le calcul de la bourse, et tant mieux, c'est une très bonne chose. Mais en revanche, celui qui a un compte sur lequel il a mis un petit peu de capital tous les mois, ou celui qui a un bien immobilier en France, ces 2 éléments de patrimoine sont pris en compte dans l'évaluation du niveau de vie pour l'accès à la bourse. Je trouve que ça n'est pas correct. À l'étranger, on n'est pas du tout dans la même démarche qu'en France. Autant si en France, on est en France et on a un patrimoine immobilier, je peux comprendre, et c'est logique que ce patrimoine soit pris en compte pour le calcul d'une bourse scolaire ou universitaire. Mais là, quand on est à l'étranger et qu'on doit aussi préparer sa retraite, il faut changer ça. Moi, je souligne toujours que vous tous qui préparez votre retraite à l'étranger par capitalisation ou par un bien immobilier, ça veut dire que si au moment de votre retraite, vous étiez obligé parce que les circonstances
ne sont pas comme elles étaient imaginées, vous obligent à brutalement rentrer en France, parce que vous aurez préparé votre retraite, eh bien, vous pourrez vivre de votre retraite en France et ne pas dépendre des minima sociaux et de l'amortisseur social. Donc, la France doit vous accueillir dignement et vous permettre de le faire dignement et doit prendre en compte cet élément de prévoyance que vous organisez dans vos vies aujourd'hui. Donc, moi, je milite pour cela. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, vous dire qu'il y a un élément important qui est pour ceux d'entre vous qui avaient cotisé un certain nombre d'années en France à l'assurance maladie et qui avaient accès à une prise en charge maladie pour des soins que vous auriez en France. Il y a un élément de loi qui a été modifié pendant ces 4 années et qui fait que désormais, seuls ont droit à cette prise en charge de soins en France ceux qui auraient cotisé plus de 15 années à l'assurance maladie. Pourquoi ce chiffre de 15 avait été choisi? Parce que le délai moyen, on a observé tous ceux qui vivent à l'étranger, qui sont en retraite et qui ont cotisé à l'assurance maladie, le délai moyen, la durée moyenne de cotisation en France était de 17 ans. C'est-à-dire que plus de la durée médiane, pardon, c'est-à-dire que plus de la moitié des retraités qui sont à l'étranger ont le plus, puisque c'était 17 ans en moyenne, rentrent complètement dans les clous et continuent à bénéficier de la prise en charge de leurs soins de santé faits en France. Et donc, il y avait moins de la moitié qui ne pouvaient plus en bénéficier avec une petite période transitoire pour ceux qui avaient cotisé plus de 10 ans. Je veux vous dire que nous travaillons actuellement avec le ministre Jean-Baptiste Lemoyne pour modifier cela, car l'appréciation de l'impact de cette décision, ce qui nous a été vendu, puisque nous travaillons en confiance avec la direction de la sécurité sociale qui nous a présenté les avantages de ce qu'il nous proposait comme nouveau système et qui est visé à corriger les inconvénients de l'ancien système. Les inconvénients, je vais vous le dire, c'était des personnes qui avaient cotisé trop peu longtemps, dont la cotisation de maladie est toute petite, la COTAM, et consommaient, on avait des exemples de consommation absolument effarantes de soins en France et d'abus d'utilisation du système. Donc, il fallait mettre un frein à cet abus. C'était ça qu'il fallait essayer de corriger. Donc là, on est en train de voir avec le ministre si on pourrait se battre pour modifier le curseur et réduire cette durée minimale de cotisation. On est obligé de laisser une durée minimale de cotisation, vous voyez pourquoi, mais essayer de faire bouger et de l'abaisser quand même un peu en dessous de 15 ans. Donc, c'est une réflexion que nous menons. Je ne peux pas vous dire si elle aboutira ou pas, mais vous savez, j'ai compris aussi avec ces 4 années qu'il y a des idées qu'il faut pousser le plus tôt possible et le plus longtemps possible avec le plus de détermination possible, parce qu'entre le moment où on sème une graine et le moment où elle germe, il peut se passer un paquet de temps. Donc, il ne s'agit jamais de perdre du temps avec ça. Alors, ensuite, vous dire aussi qu'en matière fiscale, quand on détient un bien immobilier en France et qu'on part de France pour s'installer à l'étranger, le jour où on mettait un pied à l'étranger, pouf, automatiquement, la maison ou l'appartement qu'on avait en France, il basculait en statut de résidence secondaire, avec tous les inconvénients que ça a au moment de la revente. Or, même si vous avez décidé en partant en disant ça y est, je pars pour très longtemps, je vends ce bien, je n'en ai plus besoin, le temps de le mettre en vente, d'abord on l'occupe jusqu'au moment où on prend l'avion pour partir, ou le bateau, que sais-je, ou la voiture, et donc on ne peut pas, l'acte de vente c'est une évidence, ne peut pas avoir lieu avant qu'on ait quitté le sol français, c'est une évidence. Et on était pénalisé alors qu'en France, il y a un délai de tolérance d'1 an. Si on déménage de Marseille à Limoges, le fisc et qu'on réachète quelque chose à Limoges, ou qu'on simplement s'en réacheter, d'ailleurs on loue quelque chose à Limoges, mais en tout cas la résidence principale a changé, le fisc donne un délai de tolérance pour que la résidence qu'on a quittée à Marseille, avant qu'elle bascule en résidence secondaire, ce délai est d'1 an. On a obtenu la même chose quand on part à l'étranger maintenant. On a également obtenu ce délai de tolérance. On a également obtenu que quand on est propriétaire d'un bien immobilier en France, on n'a pas forcément décidé de le vendre tout de suite au moment où on part, parce qu'on pense partir pour 2-3 ans, puis finalement les 2-3 ans deviennent 4, 5, puis beaucoup plus.
Et finalement, au bout de 6 ans, on se dit, ah bah tiens, bon, allez, maintenant, finalement, je sens que je ne vais pas rentrer tout de suite. Puis c'est plus, ça ne me correspond plus. C'était un appartement de 3 chambres parce que j'avais 2 enfants. Maintenant, ils sont grands, ils sont partis. J'ai plus besoin d'un studio. Voilà, mes conditions changent. Je veux le vendre. Et puis, comme ça faisait 6 ans, bah, hop, on était soumis à l'impôt sur les plus-values. Parce qu'il existait un délai quand on vendait ce premier bien, c'est le premier bien, on est à l'étranger depuis longtemps, c'est la première fois qu'on vend un bien immobilier, ce délai d'exonération, il était de 5 ans. Eh bien, nous l'avons porté à 10 ans. On a considéré que la manière de partir à l'étranger n'est plus la même aujourd'hui, que le délai de séjour à l'étranger est plus long, et maintenant, on passe de 5 ans à 10 ans, 10 ans après votre départ à l'étranger, pour pouvoir vendre votre bien en France sans être soumis à l'impôt sur les plus-values. C'est important parce que cet impôt sur les plus-values, c'est un taux de 19%, c'est un taux fixe sur les plus-values, il ne dépend pas de vos revenus. C'est un taux fixe comme il est en France, d'ailleurs, quand on vend également un bien immobilier en France. Et d'ailleurs, petite info aussi, nous qui sommes en dehors de l'espace européen, auparavant, il était de 33%. On a été condamné par la Commission européenne, à juste raison. Il a été ramené au taux qui est pratiqué ailleurs, qui est de 19%. Voilà. Ensuite, ceux qui avaient alors un point qu'on n'a pas gagné, il faut aussi dire ce qui ne marche pas. C'est l'exonération de prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers. Et là, j'ai encore eu cette semaine une discussion très longue avec Bercy. Et là, je voudrais croire que en tout cas, mes arguments les ont frappés parce qu'à 3 reprises, quand je leur ai balancé des arguments, j'ai eu des silences de plus de 20 secondes. Chronométrer 20 secondes, vous voyez que c'est très lent. Ils étaient un peu à court d'arguments. Bon, donc je vous rappelle, donc il s'agit des prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers. Vous avez un loyer, un bien immobilier, vous le mettez en location, vous percevez des loyers. Aujourd'hui, vous habitez en dehors de l'espace européen, vous êtes toujours soumis aux prélèvements sociaux, 17,2% quand même, plus l'impôt sur le revenu de ces loyers. Or, on n'est pas Crésus, tout ce qu'on est ici, on n'est pas des émirs qataris. Et donc, les loyers qu'on perçoit de ce bien immobilier, c'est des petits loyers, c'est des petits revenus. Donc, quand ils ont commencé à m'avancer comme argument, oui, vous comprenez, en France, quand on met en location un bien immobilier, qu'on est propriétaire, on est soumis aussi aux prélèvements sociaux, ça serait une différence de traitement entre le non-résident hors Union européenne et celui qui est en France. Je dis, mais attendez, celui qui est en France, qui est propriétaire d'un bien immobilier qui met en location, déjà, il habite quelque part. Donc, il a déjà, soit il est locataire, soit il possède déjà un bien immobilier. C'est son deuxième bien. Moi, je vous parle au moins du premier bien. Il s'agit de personnes qui souvent ont acheté un bien en France, soit pour pouvoir se replier en cas de catastrophe dans leur pays, catastrophe climatique, géologique, politique, peu importe, sanitaire, que sais-je, soit c'est un capital retraite. Donc, je ne vous parle pas de gens qui ont des biens immobiliers dont ils perçoivent des milliers d'euros chaque mois de la part de leurs locataires. Donc, ça, je ne l'entends pas. Et puis, je vous rappelle qu'au sein de l'espace européen, eux, ils ont déjà l'exonération. Ah oui, me disent-ils, mais on ne peut pas étendre un dispositif européen à quelque chose qui n'est pas en Europe. Je dis, mais je ne vous demande pas d'étendre un dispositif européen, je vous demande de revenir à la situation qui existait avant 2012. Ça n'a rien à voir. Donc, vous voyez, il faut... voilà, donc j'avais encore cette réunion, c'était jeudi, une réunion très dure, 1 heure de réunion, et vous dire que le président de la République, qui a échangé directement avec vos élus en mai dernier lorsqu'ils ont été élus, vos conseillers des Français à l'étranger, leur a dit, je sais que vous avez, vous, en dehors de l'espace européen, un problème avec les prélèvements sociaux sur vos revenus immobiliers, on va voir ce qu'on peut trouver comme solution. Je répète les mots du président de la République. Donc, je veux croire en tout cas, je pousse le président de la République à aller dans ce sens pour aller au bout de la logique. Moi, j'en connais qu'une solution. J'en connais qu'une seule. C'est de revenir à la situation d'avant 2012 et réécrire la loi comme elle était écrite avant 2012. Donc, en tout cas, nous nous battons pour cela. Je ne suis pas la seule. Mais voilà, il faut, parce que maintenant, nous avons également les Français qui habitent en Grande-Bretagne qui sont concernés par le sujet. Donc, ça fait du coup une grande masse de Français concernés par le sujet qui pourront venir en appui de notre démarche. Je l'ai toujours dit, vous savez, à certains d'entre vous, j'ai l'intime conviction que si ceux qui sont concernés par cette discrimination UE, non UE,
faisait une classe, ce qu'on appelle une class action, c'était une action de groupe juridique et devait déposer une plainte groupée auprès d'un tribunal français, je suis à peu près certaine déjà que ça ferait du bruit et probablement qu'on obtiendrait une condamnation de l'État français. J'ai vraiment l'intime conviction de ça. Avec des très bons avocats, on peut y arriver. Mais ça nécessite de se regrouper. Ça nécessite de se regrouper. Or, vous êtes tous éparpillés et très honnêtement, je vais vous dire, quand on voit le montant collecté à travers ces prélèvements sociaux, c'est tout petit au regard du budget de l'État. On est sur un montant, une enveloppe d'à peu près 28 millions d'euros. Ça aussi, c'est un argument que j'ai avancé. J'ai dit, attendez, 28 millions d'euros. Je ne vous demande pas 4 milliards et demi. Je vous demande 28 millions d'euros. C'est jouable. Et en fait, ce petit montant sur le budget de l'État exprime aussi le fait que vous êtes très éclatés, très dispersés et assez peu nombreux. Assez peu nombreux. Et puis, parmi vous, en fait, il y a aussi beaucoup d'étrangers. Vous avez beaucoup d'étrangers qui ont mis... Alors là, on n'est plus dans la même dimension de biens immobiliers et de revenus, souvent. Mais on a plein d'étrangers qui sont propriétaires de biens immobiliers en France. Donc, la mesure que nous demanderons ne concernerait pas seulement les Français, qui sont probablement peu nombreux, mais concernerait aussi des étrangers. Et là aussi, j'ai bien senti les services fiscaux butés parce que dans la loi fiscale, en revanche, aucune discrimination selon la nationalité. Ça n'existe pas. Donc, j'ai suggéré qu'on le mette à tout le monde, mais qu'on propose pour les étrangers, qu'on réfléchisse à une surtaxe dès qu'on a une nationalité étrangère sur un bien immobilier. Il y a bien des pays qui le font. Est-ce qu'en droit français, on le permettrait? Lié à la nationalité, j'ai un peu des doutes. J'ai un peu des doutes. Voilà. Donc, il y a une réflexion qui est en cours et un discours très ferme de tous les députés concernés par le sujet. Grande-Bretagne, Europe du Nord, et les 2 députés pour l'Afrique, pour l'Amérique du Sud, pour l'Amérique du Nord et moi-même. Voilà, alors nous arrivons au terme maintenant de ce live. Je crois que je vous ai dit, j'essaie de regarder s'il y a d'autres choses que j'aurais pu oublier. Vous dire aussi qu'on est en train de mettre quand même une démarche pour que le programme FLAM, français, langue maternelle, vous savez, ce sont beaucoup de nos enfants qui sont français, qui parlent français à la maison, mais qui ont aussi besoin d'apprendre à le lire et à l'écrire, et qui sont parfois scolarisés dans une école étrangère. Je pense à l'Australie, par exemple, peuvent être scolarisés dans une école australienne. Et puis, quand ils atteignent l'âge de 6 ans, on a quand même envie que nos enfants s'ancrent dans notre langue et apprennent à lire et écrire notre langue, sans pour autant quitter l'école dans laquelle ils sont, parce que parfois, tout simplement, il n'y a pas d'école française à côté, ou c'est un choix personnel. Et ce programme FLAM est un programme formidable, mais qui manquait profondément de moyens matériels, des moyens humains, on en a, il y a partout, ce sont des associations qui se montent, lancées par des parents souvent, et là, simplement, il faudrait du budget supplémentaire pour pouvoir avoir des moyens pédagogiques, des outils, des bouquins, des manuels. Voilà. Et là, il y a un gros travail qui est fait par notre ministre Jean-Baptiste Lemoyne pour permettre de décrocher la timbale, d'avoir un gros budget pour ces flammes. J'espère avoir de bonnes nouvelles pour la prochaine fois pour ce programme Flamme, parce que ce serait une excellente chose. Voilà. Vous dire aussi que les programmes, les instituts de formation des maîtres que ma collègue Samantha Casbonne propose de mettre en place à l'étranger, voilà quelque chose qui serait vraiment très très utile pour leur éviter de rentrer en France, notamment faire leur stage. Moi j'ai le cas d'une enseignante dans notre circonscription qui a réussi un concours et qui se trouve obligée d'aller faire son stage en France alors qu'elle ne peut pas physiquement quitter le pays où elle réside parce que le pays ne le lui permet pas. Donc voilà, il y a beaucoup de souplesse à apporter. On a un ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui valide toutes les propositions de Samantha pour simplifier le système, mais il faut en passer par la loi. Et donc là, il nous faut une écriture au Sénat, reprise par l'Assemblée derrière, le tout dans un calendrier très serré. L'Assemblée termine ses travaux le 28 février, parce qu'après, on rentre en période électorale. On veut y croire et nous comptons beaucoup sur nos futurs sénateurs, une partie reste en place, 6 restent en place, 6 seront renouvelés dimanche prochain. Et nous avons besoin de sénateurs engagés sur ce sujet pour permettre d'avancer au service de qui? De vous et de vos enfants. Voilà ce que je voulais vous dire. Je reste à votre disposition. Aussi vous dire, j'ai complètement oublié, oui, c'est vrai, de vous parler de la vaccination. Vous dire que la France est l'un des très rares pays à faire vacciner ses ressortissants à l'étranger. Le système a été un peu poussif au départ, un petit peu long. Aujourd'hui, la France a envoyé des vaccins dans 70 pays pour nos ressortissants. Et le ministre nous l'a redit dans une audition avant-hier. Nous
sommes amenés parfois à buter sur deux éléments. Nous avons des pays qui nous disent « Ok, apportez des vaccins pour vos ressortissants, mais alors dans ce cas-là, vous en apportez aussi pour les nôtres. » Donc, il y a eu des petites négociations, je ne vais pas dire plus, avec certains pays pour obtenir l'autorisation d'apporter des vaccins pour vous tous. Ensuite, certains pays avaient des exigences tellement élevées que les négociations peuvent parfois un peu durer sur la quantité de vaccins qu'ils demandaient pour eux-mêmes. Et le troisième point, c'est que pour ceux d'entre vous qui ont été vaccinés et qui ont plus de 65 ans, qui ont besoin d'une troisième dose, ou qui ont eu un vaccin Janssen pour lequel on recommande maintenant, quel que soit l'âge, d'avoir un rappel par un vaccin ARN. Tout ça est sur la table et le ministère est en train de mettre en place les outils qui vous permettront d'avoir soit accès à cette troisième dose, soit accès à un rappel par ARN si vous avez reçu un Janssen. Donc, tout est parfaitement identifié et je peux vous assurer, ça sera fait. Je ne peux pas m'engager sur un délai. Je vous l'ai dit, tout est un peu lent, mais en tout cas, vous êtes bien dans les radars. C'est bon et vous aurez accès à ce nouveau protocole. Moi, je suis persuadée que ça sera fait en tout cas avant les fêtes de fin d'année. Voilà. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire que le système, j'avais tellement de choses à vous dire, que le système de passe sanitaire en France vous est accessible quand vous avez eu un vaccin homologué Union européenne. Et alors, petite astuce pour ceux qui ont reçu un vaccin homologué OMS, je pense notamment à ceux d'entre vous qui ont eu un Sinopharm ou un Sinovac. Je vous recommande de vous faire, si vous y avez accès, là où vous êtes, à un vaccin ARN. Vous en conservez la preuve et toutes les preuves et votre vaccination complète Sinopharm, Sinovac et votre appel ARN, vous les envoyez par email à l'adresse, à la plateforme qui a été mise en place par le Quai d'Orsay et vous recevrez, 7 jours après votre dernière injection ARN, votre passe sanitaire européen, qui vous permettra de circuler en France et en Europe. Donc ça marche. Pour ceux d'entre vous qui seriez encore bloqués en France avec une vaccination complète Sinopharm, Sinovac, et qui vous êtes dit, moi j'ai entendu ce protocole, on a un petit souci de délai de parution du décret, ce qui fait que nos centres de vaccination ne sont pas encore au courant qu'ils peuvent vous donner un passe sanitaire si vous avez eu un vaccin ARN, que vous l'ayez en France ou ailleurs. Donc, ma petite astuce, je vous le dis, je ne vous l'écris pas, mais je vous le dis, elle est réelle. Vous envoyez tous vos documents au ministère des Affaires étrangères et vous aurez votre passe sanitaire directement. Voilà. Le décret qui autorisera les médecins et les centres de vaccination à vous donner le passe sanitaire, il a pris, on en doit en être à 3 semaines de retard. Enfin, allez, on va garder espoir, il va sortir. Voilà ce que je voulais vous dire sur tout ça. Il reste évidemment le cas du vaccin Sputnik pour lequel il n'y a toujours pas de solution, sauf puisque les personnes vaccinées Sputnik sont considérées comme des personnes non vaccinées en France et dans un certain nombre de pays européens. La question est clairement politique. C'est un rapport de force politique entre les autorités russes et les autorités européennes, et même OMS, puisque l'OMS a demandé des informations à Sputnik que Sputnik n'a pas données. Donc là, je parle de l'OMS. Voilà, donc ma foi, ça nous dépasse et on n'a pas de solution pour avancer. Voilà ce que je voulais vous dire à tous. Je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs, mais à votre disposition, je vous retrouve dans un mois pour, j'espère, cette fois-ci un outil qui fonctionnera normalement. Je vous souhaite de bons vents pour les semaines à venir. N'hésitez jamais à me contacter. Vous dire aussi que j'ai un collaborateur de moins dans mon équipe parce qu'il est parti vers d'autres projets professionnels. Et il est possible que je mette un petit peu plus de temps qu'habituellement à vous répondre. Mais comme je vous l'ai toujours dit, je m'engage à vous répondre. Et je veux donc profiter pour remercier mes collaborateurs qui font un travail formidable à votre service. Et je vous assure que leur temps de travail, c'est pas loin d'un tiers de leur temps qui est consacré uniquement à répondre à tous vos messages. Et je suis très fière qu'ils puissent le faire. Et c'est exigeant, et c'est autant de temps en moins qu'on passe sur le travail strictement parlementaire. Mais c'est un temps absolument utile car vous êtes mes capteurs et ceux qui me permettent de faire progresser les outils et les procédures dont vous avez besoin dans votre vie à l'étranger. Voilà. Au revoir à tous et rendez-vous le mois prochain.